Bonjour! Alors, bienvenue dans une toute nouvelle semaine livresque. On est le samedi 8 novembre et on est en fin de journée, d'où la luminosité. Et ben voilà, on entame une nouvelle semaine. Je suis encore en train de terminer le vlog précédent là, parce que j'ai une lecture à terminer. Mais sinon, je suis tout à fait prête à lancer ma semaine dans d'autres avenues littéraires. J'ai aucune idée dans quoi je vais m'enligner encore une fois, mais j'ai quand même pour vous une petite surprise en espérant que la définition ne soit pas trop affreuse pour ce que je vais vous proposer. C'est que, ben oui, j'ai encore été faible et j'ai commandé des trucs. Donc, c'est parti pour un unboxing dès le départ. Alors, c'est parti. Je me suis laissée un peu aller, là. Bon, voilà, j'ai pas d'excuses, juste ça me tentait. Tout d'abord, je vais aller dans l'ordre dans lequel ils sont. Tout d'abord, j'ai pris quelque chose de totalement non essentiel, mais en même temps essentiel. C'est Murder, She Wrote, The Quotable Miss Marple. Donc, les citations de Miss Marple les plus marquantes, dépendant de chaque livre. Je sais pas si j'en ai une que je pourrais vous lire, vu que c'est en anglais toujours, mais voyez-vous, dans A Caribbean Mystery, ça dit Conversations are always dangerous if you have something to hide. Miss Marple! Donc, je suis vraiment contente. Bon, est-ce que je vais vraiment lire de couverture de la première et la dernière page? Je ne pense pas, mais je trouve ça comme vraiment cool. Miss Marple est quand même un de mes personnages préférés de Agatha Christie. J'ai pas vraiment d'espace pour mettre les choses, mais bon, je vais m'arranger. Après, on va rester dans la même couleur de couverture. Ah, l'édition est super belle! Il y a celui-ci qui est Mrs. Frisbee and the Rats of Nim de Robert C. O'Brien. C'est publié ici chez Aladdin, donc Simon & Schuster. Si j'ai bien compris, c'est un classique. Mais là, il y a ça, c'est l'édition 50e anniversaire, donc avec des petites illustrations style gravure à l'intérieur et un format un peu semi-relié, vraiment cute. Donc, si on ne voit pas ma face, peut-être ça va aider. Et qu'est-ce que ça dit en arrière? Donc, ça parle de Mrs. Frisbee, qui est une souris, qui est une veuve et qui a 4 jeunes enfants. Mais elle a aussi un problème assez affreux, c'est que le fermier qui possède le champ où est-ce qu'il habite est sur le bord de, faire le... Voyons, j'ai un moment de... Le bord de... faire la récolte, bon, sur ce terrain-là. Donc, il va passer avec la grosse machinerie. Et bien, évidemment, ça veut aussi dire que Mrs. Frisbee et ses enfants n'auront pas d'autres maisons. Donc, il va falloir qu'elle trouve absolument un nouvel endroit où rester. Mais son plus jeune fils, Timothy, est malade et il ne peut pas être déplacé. Heureusement, elle va rencontrer les rats de NIMH qui disent que c'est une race extraordinairement intelligente et qui vont leur proposer une solution absolument bruyante, j'espère que non, brillante à leur dilemme. Donc, voilà pour celui-ci. Et sinon, influencé par Alex Buchanan Prada, qui c'était d'ailleurs une des lectures de ses Patreon, mais que j'ai finalement pas pu faire, mais ça m'a quand même tenté de le lire. J'ai pris le premier tome d'une nouvelle série, en fait en anglais c'est pas nouveau, mais ça vient de paraître chez Gallmeister, collection jeunesse, donc d'une nouvelle série jeunesse de Tiffany McDaniel qui est connue particulièrement pour Betty. Et c'est celui-ci, donc premier tome, c'est The One Keepers, A Sky Full of Dragons de Tiffany McDaniel. C'est publié ici chez Simon & Schuster. C'est du middle grade, je crois. Ouais, à partir de 8 ans qu'ils disent. Et dans le fond, on va... ça parle d'une tante qui s'appelle Tante Cauldron Eyes, donc Tante Yeux de Chaudron, qui va apprendre à Spella comment faire des chapeaux magiques pour des créatures magiques comme des licornes et des dragons, des géants et des gobelins. Quand Spella va avoir 8 ans, et va recevoir une invitation à Dragon's Knob, une école pour la magie
Wand Witchery, fait que je sais pas si c'est la magie en lien avec les baguettes magiques ou les baguettes magiques et la sorcellerie. Mais le soir même où elle est censée aller, dans le fond, là-bas, il va y avoir un étranger qui va apparaître avec un chapeau qui grogne et qui va avaler sa tante. Évidemment, pour sauver sa tante, Spella va devoir plonger dans un ciel plein de dragons et devoir aller à sa nouvelle école pour essayer d'en apprendre un peu plus et être capable de sauver sa tante. Donc, ça a l'air vraiment excellent. Quand même assez bien rempli. C'est taillé, mais pas tant que ça. Il y a des petites en tête de chapitres illustrés, mais je pense pas que les illustrations, c'est leur priorité. Bon, ben, par exemple ici, là. Donc, voilà. Wow! Ça y est. Donc, voici pour le prochain. Ensuite, j'avais vraiment pas besoin d'une autre édition, mais tu sais, je me disais, pourquoi pas continuer dans ma folie un peu. Alors, je me suis pris une nouvelle édition d'un livre que j'ai vraiment en plein d'édition. Et c'est Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. C'est publié ici chez Race Point Publishing et une édition reliée avec des gravures, encore une fois, à l'intérieur. Donc, texte original, c'est dans la collection Knickerbocker Classics. Donc, c'est vraiment le texte original pour les enfants. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Le papier, il est comme intéressant. Il est comme soyeux un peu. Ça se lit très bien. Texte original. Page déchirée, mais ça, malheureusement, un classique de chez l'endroit où je commande. Donc, bon, c'est pas plus grave que ça. Mais voilà. Donc, intéressant. Puis à l'arrière, je pense qu'on a même une mini bio de Lucy Maud Montgomery. Donc, voici. Ça, c'est un non indispensable, mais quand même. Ensuite, je me suis pris un livre dont j'avais noté le titre parce que c'est encore l'autrice Anna James, dont j'ai pris il n'y a pas longtemps une autre version de Alice qu'elle a faite. Et celui-ci, c'est sa nouvelle série jeunesse qui est parue. Elle avait fait Pages & Co, entre autres. Donc, je suis juste rendue au tome 1, mais j'avais vraiment aimé l'univers puis la plume. Mais là, c'est une nouvelle série, donc c'est celui-ci. Donc, c'est Chronicles to Weatherby, je pense. Non. Chronicles to Weatherby, The Age of Enchantment. Donc, de Anna James. Et qu'est-ce que ça va être? C'est encore sans doute du middle grade, j'imagine. Ouais, 8 à 12 ans. Donc, c'est un monde qui s'appelle Weatherby. Dans le fond, chaque personne va avoir un pouvoir magique qu'ils vont juste pouvoir utiliser pendant une des 4 saisons. Mais il y a certaines personnes qui vont être considérées comme des enchanteurs qui vont être particuliers parce qu'ils vont pouvoir utiliser leur pouvoir pendant les 4 saisons. Quand Juniper découvre qu'elle est une enchanteresse, elle va devoir malheureusement quitter tout ce qu'elle connaît, en fait, tous ceux qu'elle connaît, et commencer à étudier à The Thistledown Academy. Et quand son frère jumeau, Rafferty, va commencer un apprenticeship, un genre de stage d'apprentissage au relieur qui est tout près de la maison, pas de la maison, mais de son école, afin qu'il reste proche de sa sœur. Lui aussi va connaître des aventures de son côté, même si c'est pas nécessairement magique. Donc, ça a l'air excellent. Encore une fois, Anna James. Je sais pas, à l'intérieur, pas mal le même genre de densité que le Tiffany McDaniels. On a quand même des planches complètes d'images aussi. Alors, voilà. Sinon, je me suis pris un Peter May, parce que c'est mon auteur favori en ce moment. Ça, c'est un stand-alone et c'est The Night Gate de Peter May. Ah non, c'est écrit que c'est Enzo McLeod Investigation. C'est-tu le premier? Je pensais qu'il était comme pas en lien avec les autres. C'est très drôle, ça. Je cherchais le premier, Enzo McLeod. Enzo McLeod. Ben non, c'est ça. C'est genre le 7e de la série. Non! Ok, je l'ai pris à cause du sujet, mais bon, je pense qu'il va falloir que je lise les autres. Donc, ça se passe dans un village français. On va retrouver le corps d'un homme qui a reçu une balle dans la tête et qu'on va retrouver en fait parce qu'il y a un arbre qui va être tombé puis il était comme enterré en dessous des racines. Une semaine plus tard, il va y avoir un critique d'art super populaire qui va être vicieusement assassiné dans une maison qui est proche de où on a trouvé le corps. Et dans le fond,
Enzo McLeod, qui est un inspecteur, on va lui demander par ses anciens collègues des sciences, j'ai toujours forensique, sciences médico-légales, dans le fond, d'essayer de les aider et il va se ramasser, évidemment, bien impliqué dans l'enquête elle-même, même si techniquement, il ne faisait plus partie de cette équipe-là. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir deux points de vue. On va avoir le point de vue actuel puis le point de vue qui va, concernant le corps qui a été trouvé justement en dessous de l'arbre, qui va faire référence au temps de la France occupée, pendant les guerres. Et voilà. Donc, ça me tentait vraiment. C'est juste que je pensais que c'était un stand-alone, mais c'est très drôle. Donc, voici Peter May de Nightgate. J'aurais pas choisi de lire toutes les Enzo McLeod, ça veut dire je m'en sortirais pas. Et enfin, j'ai fini par céder à avoir enfin une histoire qui parle de cette fameuse Sylvia qui a fondé la librairie Shakespeare & Company à Paris. Et ça, c'est un album, dans le fond, qui se propose de faire une mini bio. Donc, Sylvia's Bookshop. C'est de Robert Burley, illustré par Cathy Wu, et c'est publié chez Simon & Schuster encore. Et c'est cool. Dans le fond, c'est l'histoire de cette... Oh, je suis pas sûre que j'aime les illustrations à l'intérieur. Bon, mais je vais le lire, mais je pense que je vais le garder. Donc, c'est l'histoire de cette librairie-là, qui est bien connue à Paris, mais du point de vue de la librairie elle-même, donc qui va raconter l'histoire. Mais non, vraiment, il y a des illustrations ok, mais sinon, j'aime pas les illustrations. Comme ça, c'est vraiment pas mon genre. C'est pas grave, je vais le lire, puis au pire, je le ferai passer au suivant. Alors voilà pour ce long segment. Donc, début de semaine livresque avec un unboxing de choses complètement contournables, mais que j'avais vraiment envie d'avoir dans mes biblios. Il ne me reste plus qu'à continuer à lire pour essayer d'espérer les faire rentrer dans mes bibliothèques qui sont déjà un peu pleines. Beau problème, vous allez me dire. Alors, sans plus tarder, allez, on poursuit le tout. Hey, bonjour. Alors, on est le lundi 10 novembre. Je suis en congé, mais les migraines ne me lâchent pas. Donc, si ceux qui ont vu la fin du dernier vlog, j'ai été un peu en mode repos forcé une journée. Puis là, aujourd'hui, heureusement, j'ai congé, mais disons que je me serais passée d'une suite de migraines comme ça. Ce qui fait que je voulais faire plein de projets aujourd'hui, je voulais lire, je voulais planifier des choses peut-être pour les vidéos de l'avant. Je ne sais pas encore si je vais en faire, mais je vais essayer de voir si je peux trouver peut-être une formule qui était plus flexible, mais qui me donnait quand même un peu l'espèce d'excitation d'avoir à faire un vlog par jour, même si je pense pas que j'ai le temps d'en faire un par jour. Bref, je voulais faire ça. Mais en ce moment, j'ai la difficulté à réfléchir même, j'ai la misère à fixer un livre. Bref, voilà, classique de migraine. Et comme je ne peux pas passer la journée nécessairement à écouter la télé non plus, même si j'ai beaucoup de vlogs à rattraper, premièrement parce que c'est pas très bon pour la santé mentale, et deuxièmement, parce que je ne veux pas non plus fixer les choses très longtemps. Je me suis dit que j'allais me prendre un livre audio, mais il ne faut pas que ce soit un livre qui est trop... Il faut que ce soit un peu réconfortant, entre guillemets, ou que ce soit quelque chose qui n'est pas trop complexe pour moi. Donc, je me suis encore abattue vers les romans policiers et vers une autrice que ça fait longtemps que je veux lire en vrai. C'est-à-dire que j'ai vu une adaptation super prenante d'une des séries qu'elle a écrites, qui est en fait Anne Cleeves, et j'ai vu l'adaptation de la série Shetland, qui a été faite avec des acteurs extraordinaires. Et par contre, comme j'ai jamais lu les livres, ce qui est rare que je fais là, je lis les livres avant d'écouter les adaptations, je sais pas si c'était... Il me semble que c'était d'après Anne Cleeves, mais je sais pas s'ils ont respecté vraiment le contenu de chacun des tomes de la série, ou s'ils ont un peu brodé comme à chaque fois ils vont faire pour les adaptations, parce qu'ils peuvent pas non plus ils peuvent pas juste faire le livre exactement. Donc cette série-là est terminée en tant que telle avec l'inspecteur Jimmy Perez, et là ils ont comme poursuivi la série un peu sur le même thème avec un des personnages secondaires qui était dans la série originale, et bon, ça continue. Donc je me suis dit c'est peut-être le moment pour moi de lire la série pour voir, en fait, pas retrouver, mais découvrir enfin la plume d'Anne Cleeves. Elle a fait aussi la série des Vera Stanhope, qui est si je me souviens bien, travaille pour la police scientifique. Il me semble que c'est une coroner. Puis, elle a fait aussi d'autres séries. Mais bref, je voulais me plonger là-dedans. Puis, là, je l'ai trouvé en livre audio.
Je vais l'écouter en langue originale parce que j'avais envie en plus de me le faire raconter en langue originale. Puis comme je suis une autrice, comme ça se passe en Écosse, j'avais envie que ce soit avec un narrateur qui avait, en fait, je sais pas si le narrateur est écossais, mais en tout cas, il y a un accent écossais bien manié, disons. S'il n'est pas écossais, il est très doué. Et ben voilà, donc j'ai commencé. Et le premier tome de la série de Shetland, c'est Raven Black. Donc, en français, Noir Solitude. Peu disponible en français. Hein? Je sais même à la Bibli, je pense qu'il n'y a même pas de versions de poche qui sont sorties, donc malheureusement. Mais en anglais, c'est Raven Black. Donc, j'ai tout juste de le commencer et je voulais la quatrième de couverture de la version française parce que, ben, au moins, ça vous donne un petit peu plus une idée de qu'est-ce que c'est, parce que je ne l'ai pas en physique. Par une matinée glaciale de janvier, Fran Hunter, tout juste de retour sur l'île de son enfance, remarque une scène étrange. Un éclat rouge, la danse macabre des corbeaux sur la lande couverte de neige. Et soudain, sous ses yeux, le cadavre de Catherine Ross, une adolescente du village. Tous les regards se tournent alors vers le coupable idéal, Magnus Tate, un vieil homme solitaire, simple d'esprit, rejeté par les habitants. Mais pour l'inspecteur Jamie Perez, débarqué du continent avec ses hommes, la piste semble un peu trop évidente. Lorsqu'il décide de poursuivre ses investigations, la suspicion et la peur s'emparent de la petite communauté shetlandaise. Les portes se ferment, tandis que le tueur rôde. Donc, si les romans sont construits un peu... En fait, si la série a vraiment respecté la structure des romans, les séries se terminaient... fonctionnaient par... une saison, c'était comme une enquête sur plusieurs tomes. C'est-à-dire que il y avait des crimes dans chacune des enquêtes, mais il y avait quand même un fil rouge qu'on suivait tout au long de, disons, une saison qui était, donc, je sais pas, 7-8 épisodes. Donc là, comme il y a, je sais pas combien il y a de tomes dans la série Shetland, je sais pas comment Anne Cleeves l'a pensé au départ, je me doute que peut-être que ça va se conclure techniquement l'enquête pour la mort dont on parle là, donc de Catherine Ross. Mais le fameux tueur qui rôde, il me semble de me souvenir que oui, c'est quelque chose qui était le fil rouge. Je me souviens un peu de Shetland, mais je ne sais pas si je vais m'en souvenir trop pour en vraiment profiter de l'écriture d'Anne Cleeves. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Et ben, pour le moment, je n'ai pas d'autres projets. Je vais vraiment espérer que ma semaine fonctionne en fait correctement parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, mon corps doit être fatigué, j'imagine. Donc, ben voilà. Alors, je ne pourrais pas vous parler plus longtemps parce que c'est dur pour moi de me concentrer sur une longue durée, mais je vais essayer d'avancer ça petit à petit. Si j'arrive à me concentrer pour une courte période sur les pages d'un livre, je vais peut-être lire des lectures courtes que j'ai en haut. J'ai des romans graphiques, ça, je pense que je pourrais me permettre de le faire. Mais sinon, pour le restant, je pense que je vais m'en tenir avec le livre audio pour le moment. Puis, ben, je vous tiens au courant de toute façon. Bonjour. Alors, je vous prends dans une drôle de, un drôle de contexte. On est le mardi 11 juillet, fin de journée. Et oui, je suis encore à la maison, donc décidément, c'est pas facile le côté migraine. Donc, repos forcé encore aujourd'hui. Mais en plus, on a eu, ben là, vous avez pu voir les images, mais c'est la première bordée de neige de l'année. Puis, ben, je sais pas, la météo a décidé d'y aller tant qu'à faire ça, n'est-ce pas? Donc, on a reçu 20 cm de neige, puis c'est de la neige mouillée, puis ça a créé des pannes majeures d'électricité. Moi qui ai connu le verglas, c'est pas du verglas, mais quand moi j'ai connu le verglas, ça ressemblait un peu à ça comme texture, là, les arbres tout couchés et tout ça. C'est sûr que depuis le temps, Hydro-Québec a appris, puis la gestion des infrastructures est différente, mais
ça avait un petit feeling de verglas, disons, ce matin. Donc, nous, on n'a plus d'électricité depuis presque 24 heures. Pour le moment, faites-vous-en pas, là, on est quand même capable de fonctionner. Mais c'est sûr que c'est drôle de contexte parce que je suis à la maison, mais en même temps, fallait que je me repose, mais en même temps, on était en panne d'électricité, donc j'avais un peu des limitations. Et puis là, ben écoutez, j'ai fini par me reposer une bonne partie de la journée. Je pense que j'ai jamais autant dormi ça. Tant mieux. Mais avant que la lumière s'en aille, parce qu'après ça, j'aurais plus de luminosité, ben je voulais vous faire un petit retour parce que, ben premièrement, je poursuis ma lecture audio du fameux Anne Cleeves, donc Raven Black, donc Noir Solitude en français. C'est vraiment bien. C'est sûr que là, moi, comme j'ai vu l'adaptation de Shetland, j'ai de la difficulté parce que je sais pas si ça m'aide ou ça me nuit, mais je pense que je me mets automatiquement dans l'ambiance, la voix du narrateur étant un narrateur qui a un accent écossais, donc ça nous met vraiment assez prononcé aussi d'ailleurs, ça nous met vraiment dans une ambiance des comédiens qu'on a pu entendre dans l'adaptation de la série. Donc, je sais pas si c'est comme ça que les gens qui habitent sur les îles de Shetland parlent, mais pour moi qui est à l'externe, ça contribue, disons, au contexte. Puis vous allez entendre des gros bruits parce qu'il y a des gros déneigeurs partout dans, le village. Donc, je trouve que c'est vraiment une série qui nous plonge vraiment à l'intérieur du contexte de l'Écosse, des îles écossaises. Ça me fait un peu penser justement, c'est pas sans rappeler Peter May, qui est d'ailleurs un auteur écossais, puis ça se passe aussi sur les îles, donc on a une petite parenté. La plume de Peter May est un peu plus, je dirais, poétique que celle de Anne Cleeves. Anne Cleeves est un petit peu plus, c'est une plume utilitaire, mais pas nécessairement utilitaire dans le sens de péjorativement froide, mais juste c'est une plume utilitaire, donc elle n'a pas un style particulier. Par contre, sa force, c'est également les personnages. Donc, j'ai bien été contente de retrouver l'inspecteur Jamie Perez, qui, en fin de compte, si je me fie à la description qu'on en fait dans le livre, le casting qui a été fait pour la série Shetland, c'était un petit peu un anti-casting. Parce que vraiment, il n'y a absolument rien en commun, sauf peut-être son espèce d'aspect c'est. Il est décrit comme étant un homme qui est scrofy un peu. Donc, je sais pas comment le dire vraiment en français, là, mais c'est pas juste comme échevelé, dépenaillé, mais il y a comme un petit côté un peu rough on the edges qui est là. Et puis ça, ben dans le fond, ça se retrouve pour le casting du comédien, mais à part ça, je vois pas de parenté beaucoup. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, on comprend plus qu'est-ce qui s'est passé. Dans la série, on nous fait arriver à un moment, évidemment, c'est le principe d'adaptation, à un moment où certaines choses se sont passées. On a joué un peu sur la chronologie, sur l'âge de certains des protagonistes aussi, qui tournent autour de Jamie Perez. Puis ça fait qu'on a moins, on comprend un peu moins le contexte, où ça force une certaine réécriture de l'histoire. Là, dans ce cas-ci, on voit vraiment Jamie Perez, comment il va rencontrer certains des personnages importants dans sa vie personnelle qui vont le suivre tout au long de la série. Fait que ça me passionne vraiment. Et comme je me souvenais, c'est en effet des séries. Dans la série, en fait, c'était par paire d'épisodes. Donc, c'était 2 épisodes sur la même enquête en tant que telle, avec quand même un fil rouge au cours des épisodes de la saison. Là, j'ai remarqué que sur Shetland, il y aurait 8 tomes. Puis là, ben, dans le fond, je suis en train de lire le Raven Black. Puis ça dit que la suite et fin est dans le 2e tome, qui est White Winds, je pense. Donc là, ben là, peut-être je vais voir, ça va dépendre à quel point je vais vite cette semaine, parce qu'on est quand même avancé dans la semaine, mais peut-être que j'essaierai d'écouter le 2e aussi, parce que ça va vraiment en paire. Donc à date, ça me plaît. Je trouve que c'est un choix qui est tout à fait adéquat pour moi. Ça dégage quelque chose de réconfortant, mais en même temps ça évoque vraiment le côté aussi des petites communautés avec des secrets qui sont bien tus, disons, et non pas nécessairement bien cachés. Donc, voilà où j'en suis. Et sinon, je viens tout juste de lire ce livre-ci, donc qui est Haïku en bord de mer. C'est de Réa Dufresne et Maud Legrand. C'est publié chez Rouergue. Et c'est un super petit premier pas dans les haïkus pour la jeunesse. Ça m'a bien plu. On est vraiment à hauteur d'enfance. Je vais vous mettre, je pense que le plus simple, ça serait que je vous mette certaines prises d'images. Je vais vous les insérer ici. Donc, le principe d'un haïku, c'est vraiment comme si on était avec l'autrice sur le bord de la mer, puis qu'elle s'attardait sur chacun des détails, puis qu'elle nous le décrivait en haïku. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment, on jongle avec les mots. Je vous dirais,
à un niveau plus premier degré, mais avec quand même des fois, ça nous fait sourire un peu sur une compréhension au second degré ou ce que ça évoque. Ça va évoquer des odeurs, ça va évoquer des dynamiques d'enfance. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis je pense que dans mes préférés, ben là, j'essayais de voir si j'en avais un préféré, mais celui que je préfère, en fait, c'est celui-ci qui dit Plage en braille, lettre de la marée haute au Bécasso. Je trouvais ça super beau comme image. Vraiment, les galets sur la plage, comme étant une certaine écriture, en fait, aux oiseaux. J'ai trouvé que ça, c'était dans mes préférés. Il y en a beaucoup qui sont bien faits, mais celui-là, j'ai trouvé justement qu'elle est peut-être un peu au-delà de l'enfance, entre guillemets. Et puis, c'est ça. Donc, sinon, pour le visuel, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... ça m'apparaissait un peu plus... Ça m'apparaissait en mode collage, puis un peu plus tendre. Finalement, j'aime ça, mais je pense que le médium, ça a été comme faire du collage, comme un style collage, mais à l'ordinateur. Puis je trouve qu'on a perdu un peu dans la texture, puis dans la sensibilité un peu. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, mais je croyais que j'allais autant apprécier la plume de Réa Dufresne, donc son exercice de style poétique, ainsi que l'ambiance visuelle qui était proposée par Maud Legrand. Mais finalement, j'ai aimé ça, mais finalement, je me suis concentrée plus sur le texte parce qu'on dirait que pour moi, c'était un peu détaché. J'arrivais pas. La composition graphique est super, la composition d'image est super, les idées qui sont mises de l'avant sont super, mais je trouve que pour moi, le rendu, ça m'a comme coupé avec l'émotion de l'illustration, fait que j'étais vraiment triste, mais sinon, ça va. Donc, très belle découverte, si ça vous dit. C'est une maison d'édition européenne, mais Réa Dufresne, c'est une autrice québécoise, donc si ça vous tente de le découvrir, ben voilà. C'était ma courte lecture du jour après de nombreuses siestes. Et bien là, je vais mettre fin à ce segment-ci parce que je ne veux pas non plus user la batterie de mon téléphone vu qu'on ne sait pas trop quand on va retrouver l'électricité. Mais ben, je vous tiens au courant pour la suite de la lecture audio du fameux Anne Cleeves. Voilà! Bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 12 novembre et je suis en mode studio mobile, mais pas nécessairement en mode fonctionnel, comme vous pouvez le constater. Oui, je suis au travail, mais j'avais juste pas le choix parce qu'il n'y avait pas d'Internet chez nous, puis je ne pouvais pas faire de télétravail, mais techniquement, je pense qu'il aurait encore fallu que je me repose aujourd'hui, mais là, à un moment donné, il faut... Hein? C'est ça. Donc, si jamais j'ai une façon de m'exprimer un petit peu plus lente ou un peu moins logique, c'est encore à cause des migraines. Alors, écoutez, je voulais juste vous parler de une lecture que j'ai finalement faite hier. J'ai lu aussi le 4e tome de la série Le Facteur de l'espace de Guillaume Perrault. C'est publié chez La Pastèque. Et le 4e tome s'intitule Panique à la poste. Et ça s'inscrit directement après le tome 3, donc chronologiquement, l'auteur le mentionne même au début, avec un mini rappel de ce qui s'est passé. Fait que c'est vraiment cute, c'est rare que je vois ça en BD jeunesse. Pour rappel, dans le fond, le facteur de l'espace, c'est vraiment aussi un facteur qui travaille pour les services de la poste dans l'espace. C'est vraiment rigolo, plein d'humour, plein de créatures un peu saugrenues, relations interpersonnelles et interespèces vraiment sympathiques. Et toujours avec, évidemment, des missions de livraison de courrier, donc sur des planètes un peu éloignées et tout. Donc là, cette fois-ci, on va retrouver la collègue du facteur de l'espace qui s'appelle Bob. Non, le facteur de l'espace s'appelle Bob. Mais sa collègue, je me souviens plus c'est quoi son nom. Sa collègue, qui est revenue d'une mission dans le tome 3 avec un vaisseau fort sale. Et ça va commencer, en fait, alors qu'elle laisse son vaisseau, elle est censée la nettoyer elle-même, mais là, le robot de service dit « Ben non, je vais m'en occuper, c'est correct, vas-y, t'es fatigué. » Et tout de suite, on comprend que ce qui est sur son vaisseau, c'est peut-être pas juste de la saleté. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il semble y avoir une espèce de substance vivante qui va se transformer en une espèce de gros blob qui va se promener dans la station spatiale. Puis quand le lendemain, la fameuse collègue de Bob va revenir, ils vont chercher les fameux robots de service qu'ils aiment beaucoup, qui s'appellent 23, je pense. Et ils vont pas le trouver. Puis là, rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tout ça avec, en parallèle, l'arrivée d'un nouvel employé qui est comme le fils à papa d'un des propriétaires
de la poste intergalactique et qui s'aime donc, mais qui n'est pas quelqu'un qui genre à comme rien faire, puis espionner les autres, puis les dénoncer, tout ça. Fait que des gens partant, on a comme ça. Puis en même temps, ben on a la fameuse collègue de Bob qui dit, ben là, il y a quelque chose de bizarre, puis elle finit par réaliser que potentiellement, c'est peut-être qu'est-ce qu'il y avait sur son vaisseau qui est un problème. Puis comme elle a réussi à avoir... Bon, ce qui a fait qu'elle avait un vaisseau aussi sale, c'est qu'elle n'a pas exactement respecté les règles que les facteurs facteurs de l'espace sont censés faire, c'est-à-dire de s'en tenir à sa mission. Elle est comme un peu sortie du cercle qui était censé, puis elle s'est comme un peu exposée à des endroits où il n'aurait peut-être pas fallu. Fait que là, elle sent super mal. Puis elle veut essayer de régler la situation parce que c'est vraiment problématique, là. La créature a l'air de s'intéresser beaucoup à tout ce qui est technologie. Donc, ça va dans un vaisseau spatial, c'est pas une station spatiale, c'est peut-être pas la meilleure idée. Puis en plus, c'est comme un genre de pouvoir de duplication. Fait que c'est vraiment particulier. Fait qu'elle va mettre dans la confidence son collègue Bob, puis ils vont essayer de régler la situation sans en parler au patron, tout en étant espionné par le nouvel employé qui va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est hilarant. J'ai vraiment adoré ça. J'ai été crampée. C'est rempli d'action. Il y a du comique de situation en masse. Il y a le délice d'être le lecteur qui est un peu au courant de toutes les strates de la situation, alors que dans le fond, les personnages, eux autres, ne le sont pas exactement. Des personnages qu'on aime détester, des personnages qui vraiment rien ne va pour eux autres. Et toujours au centre de tout ça, le fameux Bob, super sympathique, et sa collègue qui est adorable, qui est juste comme un peu une genre de grande maladroite qui fait... C'est pas pour mal faire qu'elle avait pas respecté les règles, mais là, elle s'en fout le mal parce qu'elle veut comme être vraiment une bonne factrice de l'espace, puis là, blablabla. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Si vous connaissez pas cette série-là, c'est une série vraiment sympathique pour les jeunes et les moins jeunes. Pour ceux qui aiment tout ce qui est aventure, humour, mission spatiale, créatures étranges et autres extraterrestres. C'est vraiment, vraiment chouette. Mais en même temps, ça met quand même de l'avant aussi Bob, qui est un humain, qui est sur une station spatiale avec tous des non-humains. Fait que c'est quand même cool parce qu'on peut quand même s'identifier aussi, mais on s'identifie aussi aux traits de caractère des diverses espèces. Fait que c'est une réussite totale. À chaque fois que j'ai lu un tome du facteur de l'espace, j'ai jamais été déçue. Donc, si vous n'avez jamais découvert ça encore, ben allez-y sans hésiter. Puis là, ben, celui-là, il est sorti avant Noël. C'est sûr que je pense quand même que techniquement, sont faits pour être lus dans l'ordre, surtout que dans celui-là, on fait référence au début au tome 3. Mais à la limite, je me souvenais pas tant que ça des autres tomes, honnêtement. Puis j'ai quand même eu vraiment beaucoup de plaisir. Fait que si, mettons, c'est un livre que vous vouliez lire vous-même ou que vous vouliez offrir à quelqu'un de votre entourage, un jeune de votre entourage, ben à la limite, aller avec juste le tome 4, ça peut aller aussi, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est des livres qui se retrouvent dans les écoles. Donc, voilà. Fait que superbe lecture sympathique, nouveauté québécoise, roman graphique jeunesse. Vraiment trop bon. Vraiment hilarant. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Je poursuis ma lecture du Anne Cleeves et c'est excellent. C'est excellent parce que, comme je vous dis, c'est une question d'être s'attacher au personnage ou pas. Puis, évidemment que dans le fond, je suis partie avec un préjugé favorable parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le casting des gens dans la série. Puis, même si en fait, ça ne correspond pas, comme je vous disais, du tout à ce que l'autrice avait proposé comme casting, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est une enquête, dans le premier tome en tout cas, qui se fait un peu à quatre mains, entre guillemets, mais par des gens qui ne savent pas nécessairement qui collaborent. Donc, on a vraiment l'inspecteur Perez qui, de son côté, fait son travail tout simplement. Et Fran Hunter, qui est un des personnages secondaire important, disons, dans le reste de la série, qui, par la force des choses et par le fait qu'elle habite tout près de où les corps ont été retrouvés, le corps a été retrouvé, en fait, c'est elle qui a retrouvé le corps, puis ça ne va pas s'arrêter à un, ben, va finir par essayer de mener l'enquête. On est beaucoup sur les notions de... dans le fond, les populations qui habitent sur les îles, comment les gens qui ne viennent pas des îles sont perçus. Elle vient de Londres, c'est une Anglaise. C'est une Anglaise, alors que les autres, ben, la plupart, c'est des natifs. Des natifs de l'Écosse, mais des natifs des îles de Shetland aussi. Donc, Pérez, d'ailleurs. Je dis toujours Pérez, mais en fond, je pourrais dire juste Pérez, normal. Bref, j'aime beaucoup. Donc, il me reste environ 2 heures d'écoute. Puis, bien, c'est ça. Je ne sais pas si je vais enchaîner avec le deuxième tout de suite cette semaine, mais ça va sans doute être la semaine prochaine au pire aller, parce que, comme je vous dis, ça va par paire, ces 2 tomes-là. Donc, c'est sûr que
j'aimerais bien pouvoir avoir la suite et fin de cette première partie du cycle des enquêtes de l'inspecteur Perez, donc de Shetland. Alors, ben voilà, sans plus tarder, à tout bientôt. Les vampires et moi, voilà. Mais par contre, j'ai adoré cette histoire, vraiment, c'était trop cool. Neva, qui est a priori qui serait l'héritière de Hazel, une sorcière qui avait d'immenses pouvoirs il y a plusieurs siècles. Et donc, du coup, le jour de ses 22 ans, les sorcières, on leur remet, elles reçoivent tous leurs pouvoirs des dieux. Donc là, les 22 ans de Neva approchent, il va y donc y avoir sa cérémonie. Et tout le monde s'attend à ce qu'elle ait des pouvoirs absolument hors du commun, puisqu'elle serait l'héritière d'Hazel, qui était la plus puissante sorcière. Bonsoir. Alors, on est le jeudi 13 novembre et fou, journée de fou pour moi aujourd'hui, mais j'ai survécu. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai terminé mon fameux Ant Leaves hier soir. Puis là, je voulais vous en parler ce midi, mais finalement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour mon repas. Puis là, ce matin, j'ai décidé d'essayer une lecture audio. Puis là, j'ai tellement été pris dedans, puis je l'ai tellement enchaîné qu'il me reste juste 1 heure et demie de livre audio à lire sur la nouvelle lecture. Donc, il est temps que je fasse un petit, un petit coucou. Alors, pour le Anne-Clise, ben, j'en ai quand même pas mal parlé. Mon expérience s'est poursuivie sur les mêmes bases, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ça. Je pense quand même que le fait que j'ai vu la série, comme je vous disais, ça a dû contribuer au fait que je suis partie avec un biais positif par rapport à la série. Mais j'avais des attentes assez élevées par rapport à la sensibilité des personnages, leur crédibilité, s'attacher à leurs histoires et tout ça. Parce que dans la série, c'est ça qui est comme un peu la force, avec les enquêtes, bien sûr, là, mais c'est vraiment tout. C'est comme un peu le contexte puis les protagonistes qui sont la force. Puis, ben, en effet, Anne Cleave, ça, c'est bien fidèle à sa plume. C'est quelque chose qu'elle nous propose. Comme je vous disais, on est quand même dans une écriture utilitaire, mais pas négativement. Donc, c'est pas une écriture qui. Et simpliste, mais c'est une écriture qui est simple, mais simple dans le bon sens du terme, donc qui va un peu à l'essentiel, mais qui va pas nécessairement juste rester à l'extérieur des personnages, qui va nous permettre quand même de vivre les émotions des personnages, d'aller dans leur intériorité. Et d'ailleurs, dans cette intrigue-là, l'intériorité des personnages est assez dérangeante. Donc, on est vraiment avec des gens qui sont le commun des mortels, là, votre voisin, votre voisine et tout ça, vous-même. Mais c'est vraiment des gens qui sont pas, qui sont clairement pas infaillibles. Puis c'est des gens qui sont remplis de zones d'ombre. Puis là, quand je dis les gens, ça inclut les personnages principaux et secondaires. Donc, je ne voudrais pas vous en divulgacher plus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Étrangement, ça disait que ça venait par paire, là, je vous disais, là, pour les dénouements. Mais là, le premier tome a l'air assez. En tout cas, les boucles se bouclent, au moins pour l'enquête en cours. Je pense quand même que le fil rouge dont il parle, je pense que c'est ça qui va se poursuivre sur plusieurs tomes. Mais je vois comme pas trop qu'est-ce qu'il pourrait avoir à se conclure dans le deuxième spécifiquement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de ne pas les enchaîner tout de suite. C'est pour ça que j'ai choisi un autre type de lecture. Mais juste pour terminer sur le Anne Cleaves, c'est une plume vraiment, je trouve, euh, c'est une plume accessible justement au plus grand nombre, mais souvent quand on dit ça, on a l'impression que peut-être que c'est pas un gage de qualité. C'est un peu péjoratif pour nous autres, mais non, dans ce cas-ci, je trouve que justement, on a l'impression vraiment qu'elle nous raconte une histoire. On est assis, qu'on est, mettons, assis ensemble dans le salon, puis qu'elle nous raconte qu'est-ce qui se passe, puis que chacun des protagonistes va un peu s'exprimer. Il y a vraiment beaucoup de ben, comme je vous disais, c'est sûr qu'il y a des lourds secrets qui sont dans les îles que les gens connaissent finalement, mais qui sont juste pas dits. Puis c'est sûr qu'on n'est pas dans des petites choses mineures, là. On est quand même dans des choses importantes. Puis il y a quand même plusieurs moments où j'ai eu l'impression que je savais ce qu'on s'en allait, puis finalement non. Donc, c'est quand même une enquête qui déboule assez vite vers la fin, parce que c'est pas un livre qui est très long.
Donc, j'ai trouvé quand même que, surtout pour là, c'est le premier tome, fait qu'il y a quand même beaucoup de temps qui a été mis sur la mise en contexte, les personnages. Moi, ça me plaît, là, mais juste peut-être si vous avez une attente en particulier, une fois qu'on a atteint peut-être plus que la moitié de l'enquête, après ça déboule assez vite. Donc, peut-être que ça, pour certaines personnes, pourraient trouver que c'est trop vite, mais à part le fait que peut-être c'est un peu condensé dans le sens que peut-être que les montées des personnes qui sont impliquées, ben, des montées, peut-être des personnes coupables, les montées de tension, puis qui vont faire en sorte que ça va céder ou que ça va s'effriter. Peut-être que vers la fin, c'est peut-être fait un peu rapidement pour moi, mais en fait, j'ai été complètement surprise par le dénouement. Donc, c'est correct. Puis, pour moi, c'est tout à fait un rythme adapté à ce qui est proposé vraiment là-dedans. On n'est pas non plus dans un trailer de longue haleine. Tu sais, on est vraiment pas. C'est vraiment un roman policier. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup Anne Cleave. C'est que ça confirme ce que je pensais. Puis, ben, je vais lire ces autres, c'est sûr. C'est juste que là, je vais peut-être pas enchaîner le deuxième tout de suite parce que j'ai pas accès tout de suite. Je vais attendre à avoir des crédits dans mes plateformes pour les livres audio. Mais définitivement, en tout cas, cette série-là, c'est sûr qu'elle va avoir potentiellement une place, en tout cas dans mes oreilles pour l'écoute, mais aussi peut-être, on va voir comment ça évolue, mais une place aussi dans ma bibliothèque. Donc, on va voir parce que je pense que vraiment les personnages, c'est mon coup de cœur de cette série-là. Donc, comme je vous dis, ce qui est drôle, c'est que c'est des personnages qui sont complètement, euh, comme je vous disais, perfectibles. C'est pas des personnages parfaits, puis c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils existent pour vrai. Puis quand j'ai terminé le premier tome, j'étais comme, oh non, j'avais comme vraiment l'impression que on me remettait sur genre le ferry pour partir des îles de Shetland vers la terre ferme, puis que cette gang-là me manquait, même ceux qui sont durs à aimer, même ceux qui ont fait des choses terribles. On dirait qu'on a comme comme on se sent pas. Justement, c'est comme si l'autrice, elle nous accueille, elle nous permet de vivre la vie de ces personnes-là qui habitent sur les îles dont on parle là, comme si on faisait partie un peu de leur. Ben, en fait, comme si on faisait vraiment partie de leur quotidien. Donc, ça, je trouve que cette proximité-là, euh, on dit qu'on ressent de l'authenticité, là, c'est de la fiction, là, mais fait que ça, c'est vraiment fort pour moi. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on s'attache particulièrement. Donc, excellente lecture. Puis ben, finalement, j'ai enchaîné avec un autre livre. Ça, c'est un auteur que ça fait longtemps que je veux le découvrir parce que je l'ai vu beaucoup passer, particulièrement parce qu'en fait, il a été édité chez Gallimard aussi, fait qu'en français, les booktubers en parlent quand même beaucoup. Mais a priori, Peter Swanson, c'est un. Je pense que c'est un auteur britannique, a priori. Ouais, je pense. En fond, je voulais absolument en lire, puis j'avais entendu parler de ce titre-là, qui semblait être comme une bonne entrée en matière, mais il y a aussi fait, je pense, des séries de peut-être 2-3 tomes aussi qui vont ramener les mêmes personnages. Mais donc, dans celui-là, c'est Eight Perfect Murders, donc de Peter Swanson. C'est publié ici chez William Morrow. En français, c'est, je pense que c'est 8 crimes parfaits. Mais ça existe en français. Ça existe, je crois, en grand format chez Gallimard. Puis il me semble qu'ils l'ont sorti chez Totem aussi, donc la version poche qui est un peu plus abordable. Mais voilà, donc je l'écoute en audio. La version audio est intéressante aussi parce que c'est encore un narrateur. Mais là, c'est un Britannique, là, mais c'est intéressant, donc j'aime beaucoup le narrateur. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est qu'on va suivre Malcolm Kershaw, qui est un propriétaire de librairie de livres d'occasion et de livres rares, qui, il y a plusieurs années, alors qu'il était comme dans le début de son aventure comme propriétaire d'une librairie, ben, copropriétaire d'une librairie de livres rares, il avait fait des articles sur des blogs, dans le temps c'était les blogs que les gens avaient. Puis il avait fait tu sais, on fait souvent des top 10, des listes et tout ça. Puis lui, il avait fait une liste de c'est quoi les 8 livres, les 8 crimes parfaits de la littérature de romans policiers, dans le fond, que je trouve, selon lui, fait qu'il avait listé les 8 titres. Et puis, ben, en fait, cette liste-là va comme refaire surface au moment où l'histoire recommence parce que Malcolm Kershaw va se faire interpeller par une agente du FBI qui va débarquer chez lui sans crier gare à un moment donné pour dire, ben là, dans le fond, elle soupçonne qu'il y a certains meurtres qui ont été faits dans les dernières années, qui n'ont absolument rien en commun, mais qui, selon elle, selon sa théorie, ont l'air un peu d'être des imitateurs des intrigues ou des modus operandi qu'on retrouve
dans les 8 livres que Malcolm Kershaw avait mis dans sa liste. Donc là, elle va aller le voir pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la situation, puis il demander, ben, est-ce que vous pouvez m'aider à bien analyser le tout? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez pourquoi ça se passe et tout? Donc là, on va suivre Malcolm Kershaw. Et ça, c'est un roman qui est... Au début, j'ai eu un peu de misère à rentrer dedans. En fait, je vous dirais que ça tient quand même les gens à distance. La raison pour laquelle ça tient les gens à distance, c'est que on est vraiment dans une réalité de douter de la fiabilité, en fait, des points de vue qui sont proposés. Donc, quand c'est comme ça, ben, c'est sûr qu'on est comme tous sur nos gardes pendant tout le long du livre. Donc, en tout cas, moi, je trouve que souvent, c'est intéressant, mais ça nous laisse quand même en dehors un peu de l'histoire. Donc, au début, j'étais comme, oh non, ben, c'est pas exactement ça à quoi je m'attendais. Mais finalement, à partir de peut-être la moitié, les choses se complexifient. On joue beaucoup avec le lecteur parce qu'évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une enquête un peu maison qui va être faite par Malcolm Kershaw parce qu'il est impliqué là-dedans. Fait qu'il est comme juste, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se fait que je suis impliqué là-dedans. Un peu en partenariat avec l'agent du FBI, mais on ne sait pas si l'agent du FBI est vraiment là parce qu'elle veut son aide ou parce qu'elle est contre lui. Puis là, même lui, on comprend qu'il nous cache des choses à nous autres, le lecteur, puis qu'il cache aussi des choses à l'autre personne. Puis là, plus ça va, puis plus on en apprend un peu de chaque côté, puis on ne sait pas trop finalement encore sur qui se fier. Puis à chaque fois qu'on va découvrir des personnages qui sont impliqués de près ou de loin dans chacun des meurtres qui sont là, premièrement, on va trouver éventuellement euh, des liens un peu avec Kershaw, mais en même temps, pas nécessairement, un peu ténus. Plus on va découvrir des personnages, puis plus on va avoir l'impression, ça donne l'impression d'avoir des personnages en carton-pâte, entre guillemets. Donc, vraiment comme si tous les personnages jouaient un rôle qui n'est pas le leur, dans le sens que c'est un rôle qui cache plein de choses, mais tous les personnages. Donc, c'est dur comme position pour le lecteur, parce que c'est vraiment un pari qui est intéressant, qui est proposé par l'auteur. Moi, je trouve ça intéressant de faire de temps en temps, mais je pense que c'est sûr que si son œuvre au complet est comme ça, ben, je pense que c'est juste peut-être juste celui-là. Mais si son œuvre au complet est comme ça, moi, je pense pas que je serais capable de. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin quand même de soit ressentir les émotions qu'on me plonge complètement, soit dans un thriller ou dans une enquête où j'ai l'impression que je fais partie de l'équipe et tout ça. Alors que dans ça, c'est plus comme ça me joue dans le cerveau, là. Fait que c'est correct. Jusqu'à maintenant, je trouve ça quand même bien. C'est pas, c'est pas l'écriture la plus, disons. C'est pas malhabile, c'est juste efficace, mais tu sais, j'ai comme rien à redire sur cette écriture-là, mais c'est pas particulièrement judicieux, c'est juste que c'est intéressant comme parti pris de ce qu'il nous propose, puis c'est sûr que tous les auteurs qui se lancent dans la fiabilité des points de vue par rapport au lecteur, ben, c'est toujours intéressant aussi comme prémisse de base. Je trouve que jusqu'à maintenant, comme je vous disais, c'est bien fait. Le rythme au début, il y a des lenteurs quand même au début, c'est plus lent, puis on dirait que l'écrivain, l'auteur, en fait, veut un peu, on dirait, nous faire perdre la carte un peu, là, nous faire perdre le nord, savoir, on ne sait plus savoir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est un peu inconfortable, mais c'est pas non plus tendu. Fait que des fois, j'ai trouvé ça un peu plat, cette période-là. Mais plus on avance, puis plus ça. Il y a des choses qui se passent, puis plus on revient justement sur les événements, puis là, plus on revient dessus, puis plus on se dit, oups, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Puis dans le fond, on est vraiment du point de vue de Malcolm Kershaw. Donc, c'est lui qui est le narrateur. Donc, c'est sûr qu'on a quand même un point de vue qui est aussi biaisé dans le sens que c'est son point de vue à lui. Mais bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça me plaît. J'étais pas sûre. Je savais même pas si j'allais vous en parler. Je voulais voir où j'en étais rendue. Mais là, je l'ai tellement écouté aujourd'hui parce que ça s'écoute très rapidement. Là. C'est vraiment un livre qui est très court, qui fait... ben, très court. 270 pages, mais pour un policier, c'est pas très long. Puis la version en 12, je pense qu'elle fait 8 heures. Bien là, je suis rendue à 85%. Donc, il me reste plus grand temps à écouter. Donc, ben, écoutez, je vais vous en parler de façon plus finale quand je vais arriver à la... Pas plus finale, mais de façon finale quand je vais l'avoir terminé. Mais jusqu'à maintenant, je suis comme contente. Je suis comme contente d'avoir osé découvrir cette plume-là. A priori, à moins que ça change beaucoup après, je ne suis pas sûre que je vais lire tous les Peter Swanson. Mais une fois de temps en temps, jusqu'à maintenant, je trouve ça quand même intéressant parce que je trouve que lui, tu vois, c'est ses idées de départ, puis c'est l'angle qu'il prend pour faire la narration qui est plus audacieux. Mais après, pour le restant, est-ce qu'on croit vraiment au personnage? Voyez-vous, ceux-là, ils m'apparaissent un peu plus en deux dimensions, les personnages. Donc, on est
on n'est pas dans des archétypes, mais comme un peu. Puis en même temps, vu qu'on peut pas se fier sur quoi que ce soit, ben c'est dur de vraiment comprendre la profondeur d'un personnage, donc potentiellement d'avoir l'impression qu'il existe, entre guillemets, pour vrai. Donc voilà. Fait que je vous tiens au courant quand j'aurai terminé, mais je voulais au moins prendre le temps de faire un petit coucou. Et j'ai aussi l'opportunité, pendant ma pause repas, même si j'avais moins de temps, j'ai finalement profité pour lire des albums jeunesse. J'en ai lu énormément. Je suis pas sûre que je vais vous faire des recensions dans ce vlog-ci parce que je pense que le vlog est quand même déjà assez long. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vous en parle de quelques-uns peut-être dans ce vlog-ci, puis peut-être de d'autres dans le prochain, on verra. Ou je vais juste prendre les meilleurs mes coups de cœur de ceux que j'ai lus. Puis je vais voir si ça se peut que vous voyez des extraits. Pas des extraits, mais que les prochains segments, ça soit à ce sujet-là. Mais sinon, ça se peut aussi que je m'en tienne simplement aux 2 romans puis aux autres lectures que j'ai faites cette semaine. Fait que, de toute façon, on se revoit tout bientôt. Alors voilà. Bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 14 novembre en mode studio mobile, pause repas. Et je vous prends parce que j'ai finalement terminé in extremis ce fameux 8 Perfect Murders de Peter Swanson. Je l'ai fini en livre audio. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, heureusement, il y a eu la fin. C'est un livre concept. C'est un livre qui s'annonçait conceptuel, mais peut-être pas à ce point-là. Je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intensément le cas. C'est un livre aussi qui, comme ça joue, comme je vous disais, autour d'une liste des 8 crimes parfaits dans la littérature policière, qui n'est pas fait pour ceux qui n'ont pas beaucoup lu de classiques du roman policier parce que divulgateur fois 1000. Parce qu'en fait, c'est évidemment que tout au long du livre, on va analyser avec l'aide du narrateur. Chacun des livres, finalement, par la bande, c'est quoi leur intrigue, c'est quoi leur ressort dramatique, c'est quoi leur stratégie pour que ce soit justement des crimes qui sont parfaits. Donc, finalement, c'est sûr qu'il ne va pas donner tous les détails pour un roman, mais si vous ne l'avez jamais lu, voilà. Alors, bon, ça en a divulgaché une coupe que je pensais pas nécessairement. Ben, peut-être que je ne les aurais pas lu, mais quand même, j'aurais peut-être aimé ça, pas avoir la fin. Donc, j'aime mieux vous en aviser. Si vous êtes le genre à vous fâcher parce que vous faites divulgacher des fins pour les romans policiers et que vous aimez les romans policiers classiques, peut-être assurez-vous, en cherchant en ligne, peut-être la liste qui est mentionnée là, là-dedans pour voir si vous avez déjà tout lu ces livres-là ou si vous acceptez de vous faire divulgacher parce que ça peut choquer. Sinon, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup exactement sur qu'est-ce qui va spécifiquement et concrètement en fait que ça va m'avoir plu ou moins plu parce que c'est directement relié à la structure narrative, la proposition que l'auteur fait d'un roman concept, d'un roman policier concept. Et sans surprise, se poursuit l'idée de la fiabilité de ce que le lecteur apprend au fur et à mesure des pages. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que je ne peux pas vous parler de grand-chose. Et il va y avoir quand même, tout au long du livre, une espèce d'histoire dans une histoire parce que autant on va faire référence, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Il va y avoir des histoires dans une histoire, donc des espèces de... Je sais pas quoi dire. OK, attends. Oui, on va revoir la structure de certains classiques du roman policier du point de vue de la stratégie de crime parfait. Parce que par la bande, comme on suit potentiellement quelqu'un qui s'amuse à suivre cette liste-là pour recréer des meurtres en fonction des stratégies narratives essentielles de chacun des titres. Ben oui, on va avoir déjà en partant une espèce de remise en perspective par rapport à ça, le lien entre la fiction et la réalité. Mais en fait, ce lien-là entre la fiction et la réalité va être encore plus profond que qu'est-ce qu'on pourrait le penser. Et je dirais que dans le dernier quart, le lecteur va avoir besoin de toute son attention, toute sa vigilance, toute sa flexibilité intellectuelle par rapport à qu'est-ce qui va lui être proposé, comment on va lui demander de prendre position par rapport à qu'est-ce qu'il perçoit comme étant la réalité ou pas, la vérité ou pas. Donc, en ce sens-là, c'est un roman réussi, je pense. Si on considère ça comme un roman concept, je pense que c'est réussi. Cela dit, comme je dis, je demeure convaincue qu'il y a une
malgré le fait que c'est un roman concept puis que la voix qu'emprunte l'auteur, c'est un peu difficile de sortir de certaines contraintes pour la respecter. Ça demeure que pour moi, il y a eu une certaine lenteur dans le début. Je pense qu'on aurait pu peut-être faire en sorte que le rythme soit un peu plus dynamique, tout en respectant l'espèce de évolution des révélations un peu de façon pas circulaire, mais en circonvolution. Là, donc, toujours donner de l'info au lecteur, puis après ça, lui faire douter de cette info-là, puis après ça, donner de l'info au lecteur, puis après ça, lui faire douter des infos qui ont été données il y a deux, trois, 4 pages, bref, tout ça. Donc, c'est sûr que malgré le fait que ça, je pense que ça aurait pu être plus dynamique. Pour moi, ça m'a fait un peu décrocher. J'ai presque pensé à l'abandonner, disons, jusqu'au moins au tiers. Donc, pour moi, dans ce sens-là, c'est pas un roman qui transcende. Après, dans le dernier quart, disons, ben, c'est sûr qu'on se laisse un peu prendre au jeu et que l'auteur va aller jusqu'au bout de son idée, de son roman concept, de son, entre guillemets, hommage au classique de roman policier du 20e siècle, disons. Donc, c'est bien fait. C'est pas hyper original, dans le sens que, c'est dur de dire ça, hein, mais le fait de faire un roman concept et le type de roman concept que l'auteur a choisi, c'est pas quelque chose de si original maintenant. À l'époque, c'était peut-être original. Maintenant, c'est moins original. Donc, pour moi, c'est pas là que se situe, disons, la force du livre. Je pense que la force est dans l'exécution. C'est pas original, mais c'est bien exécuté. Les personnages, on y croit quand même. C'est sûr qu'ils sont dessinés très sommairement. On a le personnage principal qui est relativement bien dessiné. Encore là, on est dans une dynamique, comme je vous dis, de on ne peut pas jamais savoir si on peut se fier ou pas à ce qu'on lit. Après ça, quelques personnages secondaires, mais sinon, ça demeure très en surface. Donc, c'est très centré sur la voie narrative. Donc, on ne peut pas non plus dire que le travail des personnages, c'est une des forces de ce livre-là. Ce qui est plaisant pour quelqu'un comme moi qui aime lire et qui aime la littérature policière, c'est bien entendu les très nombreux clins d'œil à des classiques du roman policier, à des classiques indétrônables, l'expression d'opinion impopulaire des fois ou populaire par rapport à justement la perception que les gens ont eue de ce type de roman-là versus qu'est-ce que finalement le personnage principal en pense. Puis aussi l'espèce de petit... On saupoudre un peu de vie de libraire un peu qui est là. Donc, bon, ça m'a plu, mais on s'entend que techniquement, ça, c'est hyper secondaire. Mais moi, une chance qu'il y a eu ça au début parce que sinon, j'aurais décroché. Fait qu'est-ce que c'est juste parce que je suis pas le public cible pour ce type de roman-là? Peut-être. En même temps, j'ai déjà lu d'autres romans concepts de ce genre-là, puis j'ai quand même réussi à accrocher. Fait que pour moi, je pense que ce qui m'a vraiment été problématique pour moi, c'est le rythme, puis le fait que les personnages, on ne peut pas vraiment s'y attacher à cause du concept, mais je pense qu'on aurait pu quand même faire en sorte de développer un peu plus les personnages. Fait que ça nous aurait donné un peu plus d'éléments de tension, d'éléments oh mon Dieu, est-ce que j'ai raison de me fier ou de m'attacher à ce personnage-là? Oui, on y arrive au fur et à mesure de l'histoire, mais ça aurait pu être, disons, mieux travaillé. Donc, comment je sors de cette lecture-là? Un peu dubitative, contente d'avoir lu un Peter Swanson. Est-ce que je lirais d'autres Peter Swanson? Si c'est des romans concept comme ça, je ne suis pas sûre que j'accrocherais. Si jamais vous avez lu d'autres Peter Swanson puis que vous savez que c'est pas le cas pour les autres, ben dites-moi-le parce que peut-être que j'en essaierai un autre, mais je ne sais pas trop vers quoi me diriger. Je suis comme contente d'avoir fait ma lecture, mais ça ne va pas nécessairement me rester en mémoire. Donc, voilà, lecture en demi-teinte. Et lecture en demi-teinte pour conclure le blog, parce que finalement, j'ai pris la décision de vous garder l'avalanche de nouvelles lectures jeunesse pour le prochain vlog, parce que ça aurait été trop long, puis il aurait fallu que je fasse ça trop rapidement, puis ça n'aurait pas été plaisant ni pour vous, ni pour moi. Donc, j'espère que ce vlog-ci vous a plu, avec, avec cette petite incursion hivernale et événementielle de pas d'électricité. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. N'hésitez pas non plus à me souffler des lectures. Ça peut être des lectures qui sont en lien avec le blog, mais ça peut être aussi juste des coups de cœur que vous avez. Ça me fait plaisir de vous lire. Puis ben, nous autres, tout ce qu'on peut se dire, c'est à la prochaine.